Nous allons nous intéresser à la sculpture baroque. La sculpture d'abord de façon générale sur les différents types, puis ensuite au baroque et un exemple d'un sculpteur, le Bernini. En ce qui concerne les types de sculpture, il en existe six sortes. Le buste, la ronde bosse, le relief, l'assemblage, le ready-made, le mobile et l'installation. Donc, je vais m'attarder plus sur la définition en regardant des En ce qui concerne le buste, comme nous avons ici sous les yeux, donc il faut se dire que ces différentes typologies ne sont pas propres uniquement à l'histoire de l'art occidental, mais sont équivalentes, sont valables pour toute l'histoire de l'art ainsi que toutes les chronologies, comme nous avons l'exemple ici sous les yeux d'un portrait en buste de Victor Hugo réalisé par Auguste Rodin en 1883 ou un portrait de Néfertiti datant de 1345 avant Jésus-Christ. On voit que voilà, la typologie est bonne quelle que soit l'époque. Ici, nous avons deux exemples de reliefs, là aussi dans des cultures et chronologies différentes. Toujours un exemple égyptien avec la scène d'Akhenaton et sa famille participant au culte d'Aton. Donc il s'agit d'un bas-relief, c'est-à-dire qu'il y a peu de détachement de la sculpture par rapport au fond, par rapport au socle. Et à l'inverse, toujours Rodin, la porte de l'enfer, qui est cette fois-ci en haut relief, puisque notamment sur la partie supérieure de la porte, on devine que les éléments se détachent de façon importante du marbre, du plâtre plutôt, pardon. Ici, nous avons deux autres exemples assez différents. Donc ici, il s'agit d'installations, c'est-à-dire que ces œuvres ont été installées dans des scènes, enfin dans la nature, par exemple, et le spectateur doit participer, doit s'y rendre, etc. Il y a un effort particulier à faire. Donc, en ce qui concerne l'œuvre de Robert Smithson, il s'agit d'une œuvre qui appartient au land art, tout un mouvement artistique en adéquation avec la nature. Et en ce qui concerne l'autre œuvre, il s'agit d'une œuvre de Christo. Donc, à l'origine, il s'agit d'un couple, mais en juin 2016, sauf erreur, Madame était décédée. Et Monsieur Christo est d'ailleurs décédé en juin ou juillet, je ne me souviens plus, des suites du Covid. Bref, c'était pas ça l'important, mais donc ce couple Christo avait l'habitude de réaliser des œuvres monumentales. Enfin, c'est pas forcément qu'ils réalisent, mais disons qu'il y avait une intervention, notamment dans l'espace urbain, et notamment de cacher, par exemple, un pont, etc., pour jouer sur le fait de remettre en avant ce que nous voyons plus au final, nous ne voyons plus au final, et de jouer sur cacher quelque chose pour mieux le voir. Donc ça, c'est une grande partie de leur œuvre. Ils vont travailler en Chine, à Paris, par exemple, etc. Par la suite, va donc y avoir une autre réflexion artistique, comme ici. Donc il s'agit de mettre en place des pontons flottants sur un lac, en l'occurrence en Italie, pour rendre accessible et créer de toutes pièces des structures permettant d'accéder à ce lieu inaccessible. Donc il y a vraiment des jeux multiples avec la nature. Le type de sculpture le plus courant est la ronde bosse, c'est-à-dire que l'on peut tourner autour de la sculpture et qu'elle est réalisée en 3 dimensions, c'est-à-dire que l'avant et l'arrière sont réalisés. Donc il s'agit ici d'une œuvre d'Antonio Canova, Psyché ranimée par le baiser de l'amour, et il s'agit vraiment d'une des grandes œuvres néoclassiques françaises. Un autre type très important, il s'agit du ready-made, c'est-à-dire de prendre un objet du quotidien et de le placer dans un cadre muséal pour qu'il devienne une œuvre d'art. Et c'est toute la réflexion sur est-ce que c'est l'objet qui est œuvre ou est-ce que c'est le cadre, le lieu, l'institution qui rend œuvre l'objet.
Et le premier à avoir mis cela en place va être Marcel Duchamp, notamment ici avec Fontaine. Donc le nom est évocateur de l'objet, puisqu'il s'agit d'un urinoir. Et il a également travaillé ici sur les roues de bicyclette. Donc c'est vraiment un art provocateur et aussi de mettre en abîme sur qu'est-ce qu'on considère être une œuvre d'art. Est-ce que c'est le fait d'être présenté dans un musée qui fait que l'œuvre a un statut particulier? Ou est-ce que si elle est dans n'importe quelle maison, elle aura la même valeur? Donc il y a ce jeu de réflexion qui est important. Ici, donc, nous avons une œuvre de l'artiste suisse Jean Tinguely. Donc, il s'agit d'un assemblage, ici un assemblage monumental, puisqu'il s'agit d'une sculpture de taille importante où différents éléments sont assemblés entre eux. Donc en ce qui concerne l'assemblage, ça pourrait être comme ici du métal, ça pourrait être des éléments papier sur lesquels on va coller des boutons, du plastique, etc. Donc c'est vraiment une utilisation multiple des matériaux. Et un dernier élément, il s'agit du mobile. Donc, comme son nom l'indique, comme pour un bébé, donc c'est-à-dire un mobile qui est suspendu au plafond et qui flotterait dans les airs. Donc, nous avons deux exemples. Ici, mobile rouge, donc un mobile plutôt abstrait. Enfin, on peut supposer que ce sont des feuilles, etc. C'est une possibilité. Et l'autre, éléphant, qui est donc représente un mobile dans un genre animalier. Donc voilà pour les différents types de sculptures. Juste un point important, effectivement le ready-made n'existe pas avant le XXe siècle. Globalement, jusqu'au XXe siècle, seul le buste, le relief et la rombosse existent. Les installations ready-made, l'assemblage, etc. sont postérieures, commencent à se développer pour l'assemblage vers la fin du XIXe siècle, mais pas auparavant. Donc, après cette petite présentation rapide des types de sculptures, nous allons nous intéresser principalement au baroque et de découvrir quand un art devient politique. Donc, en ce qui concerne cet art baroque, donc il s'agit à la fois de l'art sculpture, peinture et l'architecture du XVIIe siècle et de la première moitié du XVIIIe. Ce mouvement va se développer à un moment particulier puisqu'il s'agit de la contre-réforme, c'est-à-dire le moment où l'Église catholique va chercher à répondre à la fois religieusement, politiquement et artistiquement à la réforme protestante. Donc, ce courant va d'abord naître évidemment à Rome, puis se développer dans les pays et régions catholiques. C'est un art qui est marqué par une très grande théâtralité, par également beaucoup de mouvements, etc. C'est vraiment un art très riche, notamment pour les églises, mais il y a un intérêt politique et religieux, si l'on veut, c'est que c'est aussi de marquer la différence avec la sobriété des temples protestants et au contraire d'être dans quelque chose de beaucoup plus chaud, beaucoup plus chaleureux, on va dire, beaucoup plus ostentatoire dans les églises catholiques. Donc les églises qui vont être construites à ce moment-là dans ces régions catholiques et surtout dans des régions proches d'une région protestante vont être très ostentatoires. Ce qui est tout à fait logique vu le cadre de développement. Cet art va aussi se développer dans les régions et pays où des rois et reines absolutistes vont régner, puisqu'ils vont vouloir évidemment magnifier leur autorité, et la somptuosité est importante dans ce cadre-là, par exemple avec Louis XIV. Donc ici, c'est un exemple d'une église baroque à Vienne. Donc l'église de Marie, secours des chrétiens. Donc on voit qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus ostentatoire. Déjà en ce qui concerne la façade, il y a souvent beaucoup de mouvements, enfin de courbes contre courbes, etc. Et comme élément qu'on peut reconnaître, ça va être par exemple les deux
flèches qui surplombent la façade, qui évoquent un petit peu des églises orthodoxes par exemple, enfin, en tout cas des coupoles, et donc qui sont plutôt assez ostentatoires, on va dire, par rapport à une église, un temple protestant ou une église gothique. C'est beaucoup moins sobre que ça pouvait l'être auparavant. Donc il y a voilà, un développement du style. Et donc ce type de construction évoque aussi un lien avec l'Orient. Il y a aussi beaucoup de couleurs, notamment dans les façades. Donc, on voit qu'il y a une bichromie au niveau de la façade, et donc cette richesse, ce côté chaleureux va aussi également se retrouver à l'intérieur, avec des églises très décorées, souvent aussi en couleur, souvent en blanc, pour amener beaucoup de chaleur, beaucoup de luminosité, et aussi un riche décor, beaucoup de peintures, etc. Donc vraiment l'idée d'amener du renouveau dans les églises. Donc on va aussi retrouver cette architecture dans des aspects laïques, comme ici le palais Zwillinger à Dresde, qui était un palais des fêtes pour la famille régnante de la région. Aujourd'hui, c'est un musée sauf erreur. Et aussi un élément important, donc on voit qu'il y a une courbe, et ensuite avec le bâtiment, on va amener une contre-courbe. Donc il y a vraiment un jeu de mouvements permanents. Donc là aussi, on voit que le bâtiment est richement orné. Les intérieurs vont aussi se développer dans l'art baroque, comme ici la bibliothèque. Donc, il s'agit d'une bibliothèque d'abbaye. Donc, on voit un décor extrêmement riche, des plafonds décorés à la feuille d'or, de très grandes fresques et un décor, un mobilier extrêmement travaillé également. Un point important aussi avec le baroque, ça va être le développement de l'art urbain. C'est-à-dire que l'urbanisme va commencer à se développer. Donc ici, nous avons une vue aérienne des Invalides. Les Invalides étant à l'origine un hôpital pour les soldats de l'armée française, de l'armée royale. Donc c'est toujours aujourd'hui un tout petit hôpital, je crois qu'il y a environ 13 lits, mais c'est toujours un hôpital malgré tout. C'est aussi le lieu où sont enterrés les soldats, enfin pas tous, hein, mais une partie des soldats morts pour la nation française. Et aussi plusieurs musées comme celui de l'armée, de la résistance, je crois également. Bref, au-delà de la présentation du bâtiment, ce qui est intéressant, c'est de regarder le cadre dans lequel se trouve cet hôpital, cette institution des Invalides. Donc on remarque qu'il y a aussi des jardins. Donc le jardin dit à la française va se développer dans le cadre du baroque. Donc, un baroque français plutôt en l'occurrence. Mais donc on va aussi avoir une réflexion sur l'urbanisme avec un développement, un début de développement de grandes rues et plus des rues très très resserrées comme ça pouvait être le cas au Moyen Âge. Donc ces grandes rues, comme on peut les connaître aujourd'hui, en tout cas pour Paris, ne vont pas se développer complètement jusqu'au XIXe siècle, puisque le baron Haussmann va démolir tous les bâtiments médiévaux, enfin, j'entends toutes les habitations datant encore de l'époque médiévale, afin de continuer la modernisation de Paris et de mettre en place des grandes rues. Et donc le développement des rues, comme on peut les connaître aujourd'hui, commence avec le baroque. Donc suite à la présentation du baroque, on va s'intéresser au Bernin, qui est un des architectes et sculpteurs de cet Rome baroque et qui met en avant donc cette avancée politique et artistique. Donc le Bernin est un artiste qui va naître à à Naples, pardon, en décembre 1598 et il va mourir à Rome en 1680. Donc c'est d'abord un architecte et un sculpteur. On sait qu'il a été peintre, notamment l'autoportrait que nous avons sous les yeux. Néanmoins, c'est une activité annexe. Lui, il n'a jamais voulu, malgré les demandes, s'adonner complètement à cet art-là. Il se considère comme un architecte et un sculpteur. Ses mécènes sont multiples, principalement des mécènes romains,
issus des grandes familles papales comme les Borghese ou les papes eux-mêmes comme Urbain VIII par exemple ou Innocent X. Et il va à la fois travailler sur des sujets mythologiques et religieux. Donc une première partie de sa carrière va plutôt être mythologique, mais par la suite, il va s'orienter principalement sur des sujets religieux. Donc ce qui est très important dans son œuvre, dans son travail, ça va être l'expressivité. Et en ce sens, il est complètement un artiste du baroque. Donc ici, nous avons deux exemples. Ici, l'âme sauvée. Donc le nom original est l'ama beata, qui veut dire l'âme heureuse en latin. Voilà, on a plutôt une sensation que cette femme voilà, est assez extatique, ce serait trop fort, mais disons assez sereine. À l'inverse, nous avons de l'autre côté l'âme damnée, où on a vraiment une impression, voilà, un visage extrêmement fort, extrêmement marqué, avec une figure qu'on n'oublie pas facilement. Donc voilà, l'expressivité est une des marques importantes du travail du Bernin. Le Bernin, en comparaison avec Botticelli ou Michel-Ange par exemple, est issu d'une famille d'artistes. Son père était sculpteur, et donc il va baigner dans ce milieu-là, et tout de suite va montrer un talent vraiment incroyable dès sa jeunesse. L'œuvre que nous avons sous les yeux, donc Zeus allaité par la chèvre Amalthée, serait une de ses premières œuvres. Elle daterait de 1615, donc il aurait à peu près 16-17 ans. Seulement, maintenant, d'autres sources ont montré que cette œuvre, enfin non, que le socle en bois de cette œuvre aurait été modifié en 1615, mais qu'a priori, elle daterait de 1609-1610. Donc peut-être au moment où il aurait une dizaine d'années. Donc on n'est pas complètement sûr, c'est encore une hypothèse, mais quoi qu'il en soit, on voit que le Bernin était un sculpteur avec un talent extrêmement frappant et dès son plus jeune âge. C'est à partir de 1619 que vraiment son succès va devenir important. Donc il a à peine 20 ans. Et la famille Borghese va lui commander 4 œuvres. Donc, premièrement, Énée, Anchise et Ascagne, donc une scène tirée de l'Énéide de Virgile donc, et de la fuite de Troie. Une scène ensuite mythologique, le rapt de Proserpine. Donc, Proserpine va être enlevée par Neptune ou Hadès qui va la conduire dans les enfers car il est tombé fou amoureux d'elle. Et on peut reconnaître Neptune au Cerbère. Enfin, on devine un chien, mais disons que sur la photo, c'est pas flagrant, c'est un Cerbère, mais c'en est un. Et Proserpine, selon le mythe, aurait mangé 3 grains de grenade et donc ne pourrait plus quitter les enfers, mais sa mère, Déméter ou Cérès, donc déesse des moissons, etc., va demander à ce que sa fille la rejoigne sur Terre, mais vu qu'elle a consommé les grains de grenade, elle ne peut quitter définitivement les enfers. Donc Proserpine rejoindra sa mère durant le printemps et l'été, et ensuite, durant l'automne et l'hiver, elle rejoindra son mari dans les enfers. Et donc, on a tout l'élément de la saisonnalité dans cette œuvre. Ensuite, 2 autres œuvres qui sont parmi ses premières grandes œuvres. Le David, donc on voit que c'est une scène assez particulière. On voit que le David est vraiment en train de faire un effort physique. On voit qu'il est en train de tendre de se mouvoir pour pouvoir utiliser sa fronde. Donc c'est assez novateur comme façon de représenter cette scène-là. Et ensuite, une autre scène extrêmement incroyable par sa virtuosité. Donc il s'agit d'Apollon et Daphné. Donc Daphné veut dire laurier en latin. Et Apollon va tomber fou amoureux d'elle et il va la poursuivre, mais elle le fuit et elle va demander de l'aide à Zeus et Zeus va la transformer
en laurier. Et en fait, la scène que nous avons sculptée et que nous avons sous les yeux illustre cette transformation petit à petit de Daphné. Si on regarde ses jambes, on voit qu'elles sont à la fois jambes et début d'écorce, et que ses mains et ses cheveux sont petit à petit en train de se transformer en feuilles de laurier. Donc on a vraiment, alors que c'est une scène, enfin on a vraiment l'impression que cette scène est prise sur le vif et que quelque chose est en train de se produire sous nos yeux. Donc ces deux scènes-là, Apollon et Daphné et le David, sont vraiment extraordinaires par la sensation d'émotion, de vie que l'on peut ressentir en les regardant. Pour continuer sur cette notion du David, donc là on voit que le visage du David est vraiment en train de faire un effort physique et qu'il n'est pas juste comme une figure éthérée avec un visage placide comme on pouvait voir auparavant, avec ici deux exemples, soit le Michel-Ange de David ou le Donatello. Donc là on voit qu'il y a aussi deux types de représentations. Donc le Donatello de David, enfin le David de Donatello plutôt, est plutôt un jeune homme, un jeune garçon même, enfin pas extrêmement développé en comparaison du David de Michel-Ange qui représente plutôt là un homme beaucoup plus âgé. Donc on voit déjà qu'au sein de la Renaissance, il y a différentes façons de représenter le David. En ce qui concerne les inspirations, Le Bernin se serait inspiré d'une œuvre de Carache, Polyphème et Akis, qui se trouvait au Palais Farnèse. Et donc, on reconnaîtrait ce geste, cette façon de se mouvoir sur le côté du David et ici de Polyphème. Une autre représentation intéressante du David avec Goliath, il s'agit de celle de Caravage. Là aussi, il s'agit plutôt d'un jeune homme, mais on est juste après la, la scène, la mort de Goliath, et on est vraiment au moment, enfin dans quelque chose d'assez tragique et sanguinolent, si on peut dire, accentué par l'utilisation du clair-obscur par Caravage. Et là aussi, on a évoqué pour modèle pour cette tête qu'il s'agirait d'un portrait de Caravage. Donc voilà, il y a toujours des notions comment je vais dire, assez sombres dans certains des autoportraits d'artistes, comme pour Michel-Ange par exemple. Donc là, nous avons vu 4 œuvres de sa jeunesse, mais à partir de 1624, il va plutôt se concentrer sur des œuvres religieuses pour la sculpture et architecturale. Donc ici, à Sainte Bibiana, il va réaliser la façade de l'église, qui est donc une façade baroque, et la sculpture de la Sainte, donc Sainte Bibiane. Sa carrière va assez vite avancer puisqu'il va devenir grand ordonnateur des arts, c'est-à-dire que les papes, enfin les différents papes vont l'engager et il va être un des principaux, si ce n'est le principal, architecte et sculpteur de la Rome papale. Donc il va travailler sur différents chantiers au Vatican, notamment le Baldaquin au Maître-Autel, qui se trouve à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre. Donc c'est un travail monumental qui va durer plusieurs années et il va également réaliser des sculptures autour de ce baldaquin, puisque le baldaquin est entouré de 4 niches et il va réaliser notamment celle que nous avons donc sous les yeux, la sculpture de Saint-Longin. Donc il va réaliser vraiment différentes tâches de façon conjointe. Donc évidemment, il avait des apprentis pour l'aider, mais globalement, il parvenait à la fois à réaliser des sculptures et des grands travaux architecturaux. Un de ces travaux, une de ces tâches aussi importantes, ça va être à la fois des réalisations, enfin des mises en place de fontaines. Par exemple ici, la Piazza Navona, qui est une commande du pape Innocent X. Donc au moment où le pape Innocent X arrive au pouvoir, le Bernin va tomber un petit peu en disgrâce, mais grâce notamment à ce travail sur la fontaine,
il va parvenir à revenir un petit peu en grâce. Donc les différentes sculptures que nous allons voir après ne sont pas réalisées par le Bernin, mais il a réalisé le dessin de la sculpture. Donc c'est une fontaine qui représente le Danube, le Nil, le Gange et le Rio de la Plata, c'est-à-dire les 4 grands fleuves des 4 grands continents. Donc il en manque un, évidemment, il s'agit du continent océanique que l'on ne connaissait pas à ce moment-là. Donc une autre de ces tâches va être de travailler d'une façon urbanistique, c'est-à-dire de réaliser des mobiliers urbains, comme par exemple ici la fontaine du Triton qui se trouve sur la place Barberini à Rome et qui est devant le palais de la famille. Et encore aujourd'hui, cette fontaine se trouve au centre de cette place. Et en tout cas, dernièrement, on pouvait, enfin si vous voulez, ça sert un petit peu comme une forme de giratoire et ça permet de réguler encore la circulation dans cette partie de Rome. Donc voilà, là on a refait un petit retour sur la Piazza Navona avec le détail, le Rio de la Plata, le Gange, le Nil et le Danube. Après le pape Innocent X, il va redevenir vraiment retrouver un retour en grâce important. Il va de nouveau se consacrer aux travaux sur la chapelle, sur l'église Saint-Pierre, pardon, enfin la basilique plutôt, notamment la chaire de Saint-Pierre. Là aussi un travail monumental, donc un travail à la fois de sculpture, d'architecture, etc. Et donc c'est un travail qui se devait être monumental puisque c'est là où le pape va effectuer la messe. Et une autre de ses grandes tâches architecturales va être d'organiser l'aspect extérieur de la basilique avec les colonnades. Et donc, ce sont les 2 colonnades extérieures qui entourent la place Saint-Pierre. Et donc, ces colonnades forment un cercle et représentent symboliquement l'enlacement, si l'on veut, des fidèles par le pape ou le monde religieux. Donc, il va réaliser ce travail ainsi que les différentes sculptures qui se trouvent au-dessus des colonnades et l'organisation aussi urbaine jusqu'au château Saint-Ange, qui est un petit peu la résidence privée, on va dire, des papes. Donc un autre type de travail qu'a pu réaliser le Bernin, comme Michel-Ange, ça va être la réalisation de tombeaux de papes. En l'occurrence pour le Bernin d'Urbain VIII et de Paul III, notamment pour Michel-Ange. Donc Michel-Ange, l'exemple que nous avons à droite, n'a réalisé que le dessin. La réalisation a été réalisée par Della Porta. À l'inverse, pour le Bernin, il aura réalisé le dessin et la sculpture, le travail en lui-même. Bref, quoi qu'il en soit, on voit que sur les deux tombeaux, qu'il y a une affiliation. On voit donc que le Bernin avait évidemment connaissance du travail de Michel-Ange, ce qui est tout à fait logique. Mais par ces 2 images, on a 2 visions différentes du style. C'est-à-dire, on voit qu'avec Michel-Ange, on est clairement dans quelque chose de renaissant. Les personnages qui se trouvent au pied de Paul III paraissent beaucoup plus statiques, beaucoup plus cérémonieux, on va dire, beaucoup plus sérieux, à l'inverse des 2 personnages qui se trouvent au pied d'Urbain VIII, notamment un des personnages qui semble être alangui sur la structure. On a une impression beaucoup plus vivante, beaucoup plus naturelle, à l'inverse de chez Michel-Ange. Mais l'évolution du style explique cela. Ensuite, une autre des grandes sculptures du Bernin, donc il s'agit de l'extase de Sainte Thérèse d'Avila pour la chapelle Cornaro à l'église Santa Maria della Victoria à Rome. Donc il s'agit d'une commande de la famille Cornaro pour sa chapelle personnelle dans cette église et le Bernin va réaliser un véritable travail multiple. Donc un travail d'architecture, donc de mise en place des arcs, etc., enfin de la niche, un travail de sculpture, à la fois la sainte, par exemple, et l'ange, ainsi que les portraits sculptés de la famille qui se trouvent en spectateurs de la scène, mais également un travail de peinture, puisque
l'architecture qu'on voit est aussi peinte. Alors, pas la partie en marbre, hein, évidemment, mais le reste. Et donc, cette scène fait suite à la canonisation de Sainte Thérèse, suite à l'écrit de ces miracles, et notamment le fait qu'elle aurait été visitée un soir par un ange qui l'aurait transpercée de sa flèche d'amour divin. Et donc, Thérèse d'Avila a raconté ces épisodes dans, ses mémoires. Et cette sculpture va donc représenter le moment de l'extase religieuse de Sainte Thérèse suite à cette visite divine. Donc il n'y a aucune allusion à d'autres types d'extase. Voilà. Enfin, c'est vraiment censé être une scène religieuse et pas du tout prêter à discussion. Et donc cette question de l'extase religieuse, c'est quelque chose qu'on reverra encore dans l'œuvre du Bernin, notamment sur la fin de sa vie. Le Bernin a donc principalement travaillé à Rome pour les papes ou les grandes familles romaines, mais en 1664, il va être appelé par Louis XIV. Donc, ce que je vous avais dit au départ, le mouvement baroque va aussi être appuyé par les artistes, par les rois absolutistes, et Louis XIV ne fait pas exception. Donc évidemment, il a eu vent de l'incroyable talent et maîtrise du Bernin et il va le faire venir à Paris. Donc au départ, le Bernin a réalisé un buste, donc celui que nous avons sous les yeux, ainsi qu'une statue équestre du roi qui se trouvait à l'origine dans la cour de Versailles, mais qui a été retirée depuis. Donc il y a ces deux œuvres sculptées, mais le Bernin normalement venait à Paris pour réaliser une des façades du Louvre. Donc c'était un projet important. Ça n'a jamais été réalisé car il y a eu assez rapidement mésentente entre Louis XIV et le Bernin. Donc ils ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur la nature du projet ainsi que sur le tarif. Donc c'est très très rapidement que le Bernin va revenir à Rome et à partir de là, il ne quittera plus à nouveau la ville. Il restera à Rome jusqu'à sa mort. Et pour finir, une des dernières œuvres du Bernin, de nouveau une extase religieuse, cette fois-ci celle de Ludovica Albertoni, une sainte romaine, qui a été béatifiée en 1671. Et donc la réalisation de cette sculpture est très rapide par rapport à la canonisation de Sainte Thérèse d'Avila, par exemple. Donc on est de nouveau dans une scène de type d'extase religieuse. Cependant, comparé à celle de Thérèse d'Avila, on remarque qu'il y a beaucoup plus, beaucoup plus de mouvements, et encore une maîtrise encore supérieure. Enfin, même si la Sainte Thérèse est tout à fait belle, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a une impression beaucoup plus forte. Par exemple, si on s'attarde sur les mains de Ludovica, on a vraiment une impression de tension importante. Son corps aussi semble beaucoup plus en tension, même si son visage semble tout à fait détendu pour différentes raisons, selon si on a l'esprit comme on a l'esprit. Mais quoi qu'il en soit, c'est surtout sur les détails qu'il faut s'attarder. Sur l'impression de mouvement de la tenue de Ludovica, c'est absolument incroyable, ainsi que le marbre que l'on a devant nos yeux, le marbre coloré que l'on a devant nos yeux, ou même la précision des draps sur le matelas. Enfin, on a vraiment l'impression que c'est un véritable matelas où qu'il y a différents plis qui se mettent en place, etc. C'est vraiment d'une maîtrise incroyable, mais surtout le détail le plus émouvant, enfin j'entends parce qu'il est un détail et qu'il montre la précision et la maîtrise du Bernin, ça va être toute la petite dentelle que l'on trouve sur l'oreiller. Et là, de parvenir à rendre de tels détails sur du marbre, qui est une matière tellement compliquée, difficile à travailler,
il faut savoir que s'il y a un coup trop fort, bah, tout s'effondre et que c'est difficile de pouvoir recoller les morceaux, etc. En général, il faut recommencer. Alors, on peut les lier en grande partie, mais c'est compliqué. Mais même sur le matériau en lui-même, le marbre est très difficile puisqu'il a tendance à, c'est une matière peureuse qui a tendance à donc retenir le sébum, le gras que l'on aura sur les mains, et donc qui va jaunir relativement rapidement, alors qu'on veut au contraire avoir un blanc éclatant, d'autant plus important pour pouvoir jouer avec la lumière. D'autant plus dans une scène d'extase religieuse. Donc, bref, par ce petit détail de la dentelle sur l'oreiller, on a vraiment la démonstration la plus totale de la maîtrise du Bernin. Donc on pourrait encore dire énormément de choses, que ce soit sur le baroque ou le travail du Bernin, mais voilà, nous avons eu une vision assez globale. Enfin, je l'espère.